Madame, Monsieur, bonjour. Dernière de la semaine de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Merci de nous rester fidèles et de nous être restés fidèles tout le long de cette semaine. Nous vous accompagnons pour cette entrée dans le week-end. Vous êtes en direct du programme qui fait la part belle au décryptage de l'actualité telle que parue au sein des journaux. Je vous invite à vous installer confortablement et en notre compagnie parcourir les unes qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la revue des grandes unes. Nous débuterons avec la première thématique consacrée de cette émission, la pénurie de carburant qui s'enflamme au fur et à mesure dans les différentes villes du Cameroun. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel nous donne la dernière ville en date qui a été touchée par cette pénurie. Il s'agit de celle de Marois, pénurie de gazoil dans les stations-service. Le journal qui relaie le fait que depuis hier, jeudi, c'est la file indienne devant les différentes stations-service pour tenter d'obtenir le précieux fuel, alors que quelques jours plus tôt, le ministre de l'Eau et l'Énergie annonçait une vague d'approvisionnement qui devait prendre fait et cause dès mercredi afin d'endiguer la vague de pénurie qui touche déjà les régions du Grand Nord et celles de l'Est Cameroun. Pourquoi jusqu'ici les stations sont toujours au régime sec? Cette pénurie peut-elle s'enflammer encore davantage? Nous essaierons d'y voir un peu plus clair au cours de cette édition de la revue des grandes unes. En deuxième partie d'émission, nous parlerons justement de la crise anglophone avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous propose de faire un bond de 60 ans dans le passé pour mettre l'Organisation des Nations Unies face à ses responsabilités. Le journal La Nouvelle Expression qui, à travers sa plume, a justement relié l'échec de la Société des Nations de conduire le Cameroun vers le développement, un flambeau qui a été repris par l'Organisation des Nations Unies avec notamment pour mission de développer les pays qui étaient sous protectorat alors sous mandat allemand et de les conduire jusqu'au développement. Sauf que petit point d'ombre de l'histoire, le fameux référendum qui consacrait l'unification des deux parties du Cameroun, boudé par une frange des populations anglophones. Aujourd'hui, l'ONU s'est tue. Que veut dire, que signifie ce silence complice qui est encore de mise sur le théâtre d'une crise rendue à sa 5e année déjà? Nous essaierons d'y voir un peu plus clair au cours de cette édition de la revue des grandes unes. Avec le journal Le Messager, nous parlerons d'une affaire qui nous conduit dans les méandres de la justice, l'affaire Edgar Alain Mbengo, et on parlera des affabulations de Maxime Bangué qui fut tour à tour inspecteur général du Trésor au ministère des Finances et qui fut un haut fonctionnaire de la délégation générale à la Sûreté nationale. Ce dernier, proche collaborateur d'Edgar Alain Mbengo, devait être entendu dans l'affaire qui oppose l'ex-ministre de la Défense au ministère public dans les marchés à hauteur de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Cependant, il n'a pas souhaité répondre aux questions de ses co-accusés, battant ainsi en brèche la première déposition qu'il avait faite 2 ans plus tôt. À quoi rime ce rétropédalage? Le procès Mbengo, l'affaire Mbengo, est-elle encore loin de rendre son verdict? Nous verrons cela au cours de cette édition de la revue des grandes unes. Voilà, mesdames, messieurs, les titres sélectionnés par notre rédaction centrale qui constitueront l'ossature de cette dernière de la semaine de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Et pour comprendre, décrypter et bien sûr analyser ces unes pour votre bon soin, je reçois sur ce plateau 2 journalistes qui vont apporter de leur lecture pour mieux vous permettre de cerner les enjeux inhérents à l'actualité au sein des journaux. D'abord à ma droite, Aloïs Onana, comme tous les vendredis, est avec nous. Aloïs, bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric, bonjour à ceux qui nous suivent à travers le monde. Bonjour à un homme d'affaires qui vient de recevoir les encouragements du ministre des Sports, c'est M. Moulonga Oscar. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme qui fait dans les BTP reçoit les encouragements du gouvernement. C'est qu'il y a encore des patrons qui se démarquent. Je vais également dire bonjour à une dame qu'on appelle Madame Aïssi. Oui. Pancras qui est à l'Est, qui tous les matins, dès qu'il est 9h20 par là, se déconnecte de tout ce qu'elle a à faire pour nous suivre attentivement. Et ça nous fait plaisir de savoir qu'il y en a qui nous font hautement confiance, qui tous les matins à travers le monde se connectent sur Equinox pour avoir la température de l'actualité et le décryptage que
vous et vos invités, vous faites tous les matins. Ah, justement, ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre aux quatre coins du monde. Un qui n'est pas habitué à être là le vendredi, c'est une circonstance particulière. Il opère au quotidien le messager, Rodrigue Chokwaha, en remplacement de Georges Sémé, à qui nous souhaitons toutes nos condoléances, qui est endeuillé en ce moment. Nous lui portons toutes nos prières, à son attention. Rodrigue Chokwaha est avec nous ce vendredi. Bonjour et bienvenue, Rodrigue. Bonjour Cédric Digne, bonjour à Loïs Wanana et bonjour à tous les téléspectateurs. Je dis un bonjour spécial à Georges Sémé qui depuis quelques jours a perdu un cher et donc je me suis fait l'obligation de supplier à son remplacement ce matin. Merci. Et justement, nous entrons dans le vif du sujet avec la première thématique de cette émission. Il s'agit de la pénurie de carburant qui s'étend de plus en plus. Le journal L'Œil du Sahel parle même de la ville de Maroua qui a déjà été touchée par cette pénurie de carburant. Dans la ville, les files indiennes sont immenses de véhicules ou de bidons qui espèrent avoir le précieux fuel. La situation est d'autant plus alarmante que l'Est Cameroun est également touché. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie annonçait pourtant le ravitaillement dans les régions du Grand Nord pour le mercredi 20 avril. Cependant, rendu 2 jours plus tard, les camionneurs et les automobilistes n'ont toujours pas le précieux liquide. À Loïs Onana, c'est une situation assez compliquée. Beaucoup de gens mettent la pénurie de carburant sur le dos de la crise, la guerre entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Le ministre a annoncé que la pénurie prendrait fin dès mercredi. Aujourd'hui, on y est encore. Est-ce que finalement, le ministre s'est trompé et n'a pas les éléments factuels de chiffres sur le terrain? Bon, le ministre ne peut pas être alarmiste. Il est dans son droit. Il est de son droit, n'est-ce pas, de rassurer, oui, de rasséréner l'opinion quant à la disponibilité des produits pétroliers, quant à la disponibilité des produits du gazole. Alors maintenant, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est justement la présence de la guerre en Ukraine. Vous savez que la Russie est pratiquement un acteur majeur dans la fabrication des carburants et oui, dans l'exploitation du pétrole. Il vous souvient que lorsque la Sonara a pris feu et qu'on s'est mis à chercher un partenaire qui allait reconstruire, on s'est justement tourné vers la Russie. Parce qu'ils ont une expertise avérée en la matière. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce pays a d'autres priorités. Il ne peut plus exporter son pétrole, encore moins ses carburants, parce qu'il est engagé là où il est engagé. Et il faut d'abord lui donner la priorité à son défi majeur, oui, qui est de, j'ai failli dire, de dompter un tout petit peu l'Ukraine. Donc, cet aspect-là n'est pas à négliger. Alors, pendant donc il y a la guerre, il y a donc réduction des exportations. Localement, il y a des entreprises comme les Néo qui se plaignent du fait que hebdomadairement, il faut au moins, il faut mettre du carburant à la disposition des centrales thermiques qui ont besoin, oui, du fuel, du carburant, du fuel pour fonctionner et alimenter les villes. J'ai la chance de faire partie d'un groupe de presse, dans un groupe en tout cas il y a beaucoup de journalistes économiques. Et là-dedans, on nous est arrivé de voir les messages des NEO qui alertent que cette semaine, en tout cas tel jour, il y aura coupure parce qu'il y a manque de carburant. Vous comprenez que ce que l'on vit à l'Est est en train de prendre des métastases parce que oui, il y a plusieurs corrélations. Je pense que j'ai vu avant-hier ou hier la une du journal Le Jour, le quotidien Le Jour, qui annonçait déjà que l'affaire était dans une partie du Nord. Oui, l'édition de lundi qui, voilà, annonçait que le Grand Nord était déjà frappé donc, par la pénurie. On parle du Nord, on est déjà pratiquement à son voisin l'Est et il n'est pas exclu que l'affaire s'étende de plus en plus. Mais quelle est la solution? Le ministre, lui, il a parlé parce qu'il ne pouvait pas dire au monde entier que nous sommes défaillants. Ça ne sert à rien en vérité. Le but n'est pas d'alarmer. Le gouvernement n'a pas pour mission d'alarmer. Oui. Au premier chef, c'est d'abord rassurer la population et puis trouver un back-office des solutions. Et là, je crois que on est en train de faire les pieds et les mains pour que
si possible, le carburant soit disponible autant pour l'entreprise qui consomme beaucoup de fuel, c'est-à-dire que pour les automobilistes. Oui, justement, la situation est d'autant plus tendue selon un autre correspondant du côté de la région de l'extrême nord, Amadou Daïrou, qui a fait le constat comme quoi des transporteurs, les conducteurs de camions sont stationnés. Il est impossible dans la région de l'extrême nord aujourd'hui de payer plus de 15 litres de carburant. C'est proscrit selon nos dernières informations. Et également, le quotidien, l'économie, qui justement donnait le là au ministre de l'eau et de l'énergie, qui disait que le problème devait être résorbé, a donné une information sensible et une information qui reste encore à vérifier, comme quoi un bateau est en train d'arriver au Cameroun transportant une cargaison de carburant pour endiguer cette vague-là. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire que le ministre annonce que la pénurie prendra fin mercredi et que vendredi, on n'est toujours pas de nouvelles et on est encore en train de spéculer sur un bateau qui devrait arriver dans le port? Je pense que c'est un problème de processus que le ministre déclare qu'il y a des cargaisons de carburant qui arrivent et c'est dans l'optique, bien entendu, de rasséréner les populations, les consommateurs de carburant. Donc le gouvernement ne peut pas chercher à alarmer ces populations, comme l'a dit Aloïs Onana. Maintenant, il se trouve que le problème de pénurie du gazole est circonscrit dans certaines régions. Quand on parle de l'extrême nord, avec Maroua, on se pose la question, est-ce le problème de l'acheminement de carburant à ce niveau-là? Parce que dans d'autres villes comme Douala, par exemple, ce n'est pas... C'est pas encore vraiment palpable, même s'il y a eu quelques petits sons de cloche des conducteurs de taxi aussi qui se plaignaient déjà. Et donc, on se pose énormément de questions par rapport à cette pénurie de carburant, et spécialement du gazole, et qui est liée toujours à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. On se pose la question, il y a depuis quelques jours, c'était le problème de blé. Oui. Dans le blé qui est cet intrant dans la fabrication de la farine de panification. Et il y a encore quelques jours, on a évoqué le problème du ciment. Aujourd'hui, c'est encore les carburants qui est lié toujours à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors, il va falloir qu'on creuse davantage pour comprendre le fond de cette conjoncture qui se lie autour de la guerre en Ukraine. Il va falloir que nous puissions aller en profondeur pour ressortir pourquoi est-ce que tout est lié à cette guerre qui est à plusieurs milliers de kilomètres de nous. On va chercher à comprendre davantage. Je pense que c'est de notre responsabilité de journalistes d'aller en profondeur. Pour l'instant, nous n'avons que des conséquences qui nous sont revenues. Je pense qu'avec le temps, on cherchera à comprendre davantage, tout comme on l'a fait pour le cas de la crise liée au Covid-19. Oui, juste, oui. Peut-être pour dire un mot là-dessus rapidement, c'est que le monde est en train de découvrir d'autres réalités qu'on n'avait pas toujours au premier chef. C'est lorsque la guerre éclate qu'on comprend exactement quelle est la place de la Russie, de l'Ukraine dans l'économie mondiale. C'est là où on a découvert qu'en vérité, la Russie est pratiquement le premier producteur mondial de blé. Oui. Je pense que localement, c'est à 83%, 80%. Nos importations de blé dépendent pratiquement à 80% de la Russie. Et idem, l'Ukraine est le cinquième producteur mondial de blé. Et là, on comprend qu'en fait, des pays qu'on n'avait jamais présentés comme étant des puissances dans certains domaines, se révèlent aujourd'hui comme étant des pays sans lesquels l'économie mondiale se porterait très mal. Et cela nous rattrape aujourd'hui. Bon, maintenant, dans chaque accident, dans chaque chaos, il y a toujours des opportunités. Et il y en a plusieurs qui se dessinent. La guerre devrait, comme le Covid-19, nous amener à interpeller l'opinion publique à se ressaisir et, pourquoi pas, à développer des stratégies locales qui feraient que si jamais demain il y a encore guerre, qu'on ne dépende plus de l'extérieur. Et là, dans ce cas, j'ai entendu parler du ministère de la Défense qui commence déjà à penser à demain.
On parle des signatures de partenariat, d'accords militaires qui sont renouvelés. De renouveler. Et pendant qu'on renouvelle les accords avec d'autres pays comme la Russie également, mais également on est en train de parler d'une armée qui s'étend vers l'industrialisation. C'est vrai que c'est un sujet complexe qui a plusieurs ramifications, mais limitons-nous uniquement au niveau de la dépendance que recherche le Cameroun au niveau militaire, qui ne voudrait plus dépendre entièrement de l'extérieur lorsqu'il veut se ravitailler en armement. Et là, cet esprit-là est un esprit à encourager dans plusieurs domaines, à l'instar du pétrole, à l'instar du carburant, à l'instar Oui, justement, Aloïs, restons dans le domaine du pétrole. On a un paradoxe qui s'immisce. Pendant que le carburant manque dans les stations-service, de l'autre côté, le Zoazoa fait son petit bout de chemin. Est-ce que finalement, face à cette pénurie, les vendeurs de carburant frelaté ne vont pas trouver un terrain propice? C'est depuis pratiquement 3 à 5 mois aujourd'hui, je vois 7-8 mois par là, que cette histoire a repris du poids de la bête. Je me souviens encore d'une du journal Mutation qui disait ça carbure aux oiseaux. Ça carbure aux oiseaux. Voilà. Donc le phénomène a repris pratiquement. Il vous souvient que les années 99-98, lorsqu'il fallait créer Tradex sans publicité, on a cherché d'abord à épurer, à élaguer toutes ces poches de oiseaux qui existaient, et c'est comme ça que l'entreprise est née et elle se porte nettement mieux. Donc si on laisse prospérer cette histoire de carburant frelaté, cela ne peut pas ne pas avoir une incidence sur les entreprises constituées légalement. Oui. Parce que il y en a qui... J'ai demandé à certains pourquoi vous préférez consommer à bord de route que d'aller à la station. Apparemment, les prix ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire ils réduisent et les gens préfèrent donc aller de ce côté. Donc, pendant qu'on est en train de chercher de l'argent pour nos impôts, je pense que le moment est venu une fois de plus de couper l'herbe, de couper la tête de la bête avant que ça ne se reproduise comme les années 98-99 où à chaque coin de rue, on avait des vendeurs des oiseaux. Ouais, justement, cette situation. Oui, un dernier mot pour sortir de cette thématique, Rodrigue. Il faut également relever le fait que, effectivement, ces carburants qui se vendent dans la rue, il y a quelques mois encore, ce n'était que confiné. Pour ce qui concerne Douala, c'était confiné dans la Douala 4e, plus précisément à Mabanda. Oui. Et ça fait pratiquement 5 mois, comme nous observons, ça a envahi les rues de Douala. Même il y a quelques jours, j'ai fait un tour à Limbé. Il faut dire que ce carburant de la contrebande est vendu tout au long du trajet de Limbé. Nous avons observé et au vu et à la présence même, parce qu'à quelque part de là où on vend ces carburants de la contrebande, il y a des postes de contrôle de police. Et nous avons observé pour ce qui concerne Douala que les forces de l'ordre font le tout pour raqueter donc ceux qui vendent, et ce prix, ils vendent le prix à quoi, c'est à 550 francs comparativement au prix de la pompe. Alors on doit se poser d'où provient ce carburant de la contrebande, qui livre ces carburants à ces gens. Je pense que ça va être aussi un travail que nous devons mener en profondeur. Maintenant, pour sortir du sujet, quand nous parlons de la pénurie de carburant, tout comme tout est lié, hein. Nous vivons dans un monde je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais cette pénurie de carburant, on a eu quasiment la même en 2008. On a eu quasiment la même en février 2008. Oui. C'est entre guillemets cela qui met le feu aux poudres et déclenche la grève de la faim. Justement, d'augmenter les prix du carburant qui doit avoir des répercussions sur le prix des taxis, des produits de première nécessité. Donc ça aura des conséquences forcément dans les prochains jours si le phénomène persiste. Donc il va falloir que le gouvernement prenne les taureaux par les cornes et puis agisse pour qu'on puisse sortir. Et même pour la pénurie des blés, hein, la pénurie des blés et de ciment. Nous avons un problème dans notre pays, c'est que nous avons malheureusement des opérateurs économiques qui se sont cantonnés à faire le bail amsela, c'est-à-dire importer de l'étranger pour vendre au pays. Alors, au lieu de mettre des moyens pour pouvoir développer des industries qui produisent... Oui, mais ces derniers, à travers le JICAM, se plaignent des énormes barrières fiscales qui les empêchent de se déployer. Cela provient d'où? Cela provient de ce que le gouvernement lui-même n'encourage pas donc les opérateurs économiques à pouvoir mettre de l'argent pour investir.
Parce que quand on se met à traquer les opérateurs avec les taxes, les douanes, tout ça, là, c'est cela justement. Je ne veux pas dire que les opérateurs économiques sont paresseux. Bien au contraire, ce sont des battants, mais ils essaient de faire des choses, mais ils ont trouvé la parade facile qui consiste pour eux d'importer pour revendre au lieu de créer de véritables industries pour produire les produits localement. Mais je pense c'est juste parce que s'il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de mesures d'incitation. De politique d'incitation à la production locale. Alors là, c'est dit que c'est un sujet assez vaste qu'on est en train de brosser rapidement. Mais reconnaissons une chose, c'est que le gouvernement, les patrons d'entreprise ne vont jamais cesser un jour de tendre la main au secteur privé, au secteur public, c'est impossible. Et les relations entre les deux ne seront jamais totalement souples tous les jours. Il y aura toujours des revendications. Je veux dire que il y a des choses qui sont faites pour que le gouvernement fait pour accompagner le secteur privé. Il y a des actions que pose le secteur privé qui plaisent, qu'adopte le secteur public. Je sais que lorsqu'ils ont produit le livre blanc, il y a des éléments, il y a des aspects entiers qui ont été pris en compte par le gouvernement. Maintenant, quand on parle du pétrole, de sa pénurie et de pénurie, c'est un secteur qui est largement ouvert en vérité. À un moment donné, c'était un précaré réservé pratiquement à une élite qui était occidentale. Ah oui. Alors, pour essayer un peu de juguler l'affaire, de régler le problème, on a donc ouvert ce secteur-là. À l'époque, il n'y avait qu'une seule station, c'est-à-dire un seul acteur. Aujourd'hui, il y en a... On avait à l'époque Elf qui était... C'était seulement... C'était le tout-puissant. C'est à ça que j'ai pensé, justement, je ne voulais pas donner leur nom. Aujourd'hui, on en a créé plusieurs, donc c'est encourageant. Maintenant, le secteur a été libéralisé. Voilà, maintenant, puisque localement, la Sonara, qu'on étendait pour être en mesure, n'est-ce pas, de raffiner davantage, a brûlé pendant qu'on il y a 2 crises successives, pratiquement, sur le plan international, qui ont contraint, qui ont limité, n'est-ce pas, la reconstruction de la Sonara, à savoir le Covid, et pendant qu'on sortait de là légèrement, nous voici aujourd'hui de plein pied dans la guerre. Parce que je l'ai rappelé au début, il y a à peine 2 ans, le ministre Lundu Somba était en Russie, cherchait à trouver des gens qui allaient reconstruire la Sonara, et on avait trouvé des milliardaires russes qui étaient prêts à venir reconstruire. Donc aujourd'hui, vous savez qu'en Russie, les entreprises sont hyper liées au contexte politique, au régime, voilà, au Kremlin. Donc, il est un peu difficile que pendant que le chef est en guerre, et en guerre de l'autre côté, on vient investir. Donc, je pense que tout va revenir dans l'ordre lorsque la guerre en Ukraine aura cessé. Ouais, justement, en attendant, on doit développer des mécanismes locaux. Par exemple. Oui, développer des mécanismes locaux en attendant la sortie de crise entre la Russie et l'Ukraine. Jusqu'où ira cette pénurie de gaz, cette pénurie de pétrole, de carburant, et par ricochet les autres pénuries qui frappent le Cameroun. Ces différentes pénuries dépeignent-elles la peinture qui a été vécue durant les émeutes de la fin de 2008. Nous ne le souhaitons pas, mais la situation se veut de plus en plus tendue. Nous entrons dans la deuxième thématique de cette émission. Nous parlons crise anglophone et nous remontons un peu plus de 60 ans dans le passé avec le journal La Nouvelle Expression pour parler du silence des Nations Unies. Les Nations Unies qui sont désormais face à leurs responsabilités. Eux qui étaient censés conduire les pays sortant de la domination allemande vers le développement. L'un des points d'interrogation de l'histoire est le fameux référendum portant unification des 2 parties du Cameroun, le Southern Cameroun et le Northern Cameroun, boudé par une frange des élites anglophones. Aujourd'hui, certains observateurs, notamment des historiens et des géostratèges, mentionnent que c'est là le nœud cordien de la crise anglophone qui est rendue aujourd'hui à sa 5e année. Aloïs Onana, l'Organisation des Nations Unies, selon certains et selon La Nouvelle Expression, opte pour le silence évocateur. Est-ce que finalement les Nations Unies se sont dit on se lave les mains de ce problème? Alors, est-ce qu'il est urgent, est-ce qu'il faut se référer à l'ONU qu'un puissant homme politique appelé un machin pour régler la crise anglophone? Est-ce que notre avenir interne, notre paix interne dépend du regard de l'ONU? De mon point de vue, non, parce qu'en vérité, l'ONU
n'a jamais rien apporté comme solution. Jamais apporté de solution, nulle part d'ailleurs. Les dernières crises qui ont secoué le monde depuis 2003 se sont passées sous le nez et la barbe de l'ONU. Et je veux parler par exemple, de la guerre en Irak, où Colin Powell nous a brandi, à mon vision, un petit tube contenant un produit qui était censé être une arme de destruction massive, ce qui était tout un gros mensonge. L'ONU n'a rien dit. Kadhafi, on est allé le décapiter pratiquement. Chez lui, l'ONU n'a toujours pas parlé. Elle n'a pas parlé. Et donc, est-ce que c'est nous qui devons aujourd'hui espérer que l'ONU viendra régler la crise anglophone? L'ONU ne peut pas nous dire quoi que ce soit en vérité. Aujourd'hui, la crise anglophone, ça fait 5 ans. Et c'est aux Camerounais, de mon point de vue, de trouver la solution. Et pendant que je le dis, il faut aussi reconnaître que il y en a qui ont trouvé en la crise anglophone un moyen un fonds de commerce qui ne veulent même plus que ça se termine un jour. J'étais un jour avec un membre du gouvernement, je ne vais pas dire, c'est impossible de donner son nom à mon division, qui révélait qu'en fait, il y en a qui en back-office s'activent pour que la guerre continue ad vitam aeternam, parce que c'est devenu pour eux un fonds de commerce. Une sorte de fonds de commerce. Comme quelqu'un disait, le cauchemar du marchand d'armes commence quand le peuple rêve de paix. Voilà, très bien. Et donc, si l'ONU veut donc nous aider, s'il faudrait penser que l'ONU peut nous aider, c'est peut-être lui demander, si possible, de chercher à traquer ceux-là qui financent l'affaire. Puisque on a eu des preuves qui attestent que l'argent qui ravitaille, qui permet de financer l'affaire, part de l'Occident. Et on est en mesure de tracer l'argent. Il part d'où? Il arrive chez qui? Il transite par qui? Oui. Et donc, c'est à ce niveau-là que moi je pense que s'il y a aide, à ce niveau-là que l'ONU peut nous aider. Au-delà, c'est qu'est-ce que nous, en interne, on a fait le dialogue national, tambour battant, on a aussi estimé que le dialogue en question était insuffisant parce que les acteurs principaux qui alimenteraient ou même qui alimentent l'affaire n'étaient pas présents et que on se dit il faudrait délocaliser le lieu du dialogue partir vers un lieu neutre. Zurich, vers un lieu neutre. La Suisse s'est proposée autant. Sauf que là, il y a un agent qui divise pratiquement 10 milliards, ce qu'il paraît, pour aller dialoguer à Genève. Mais maintenant, est-ce que la paix a un prix lorsqu'on veut que la paix revienne? Mais connaissant un peu de manière empirique Paul Biya, lorsque vous le voyez se taire sur un sujet, c'est qu'il a la bonne information et il laisse faire. Je pense que c'est là qui... En tout cas, pendant ce temps, ce silence, pendant qu'il laisse, ça coûte des vies et chaque jour, une vie tombe pratiquement de ce côté. Oui, que ce soit du côté des séparatistes, des membres des forces de défense et même des populations civiles. Voilà, vous avez évoqué là, et j'ai envie de penser à la guerre contre Boko Haram. Pour qu'elle diminue drastiquement, il a fallu que la population s'intègre, se mette aux côtés, n'est-ce pas, de l'armée. Sauf que là, on est dans une guerre face à un ennemi hors contexte Cameroun. Mais la guerre dans le Nozo, c'est des Camerounais entre eux. Justement. Et voyez donc la stratégie du gouvernement. Comment est-ce que se compose le régime? Lorsqu'il y avait Boko Haram, une nuit, on a attaqué un village et il fallait réveiller le président à 1h du matin. Et on n'a pas pu le réveiller, mais le lendemain, il a dit, même si c'est quelle heure, réveillez-moi. Et l'armement qu'on avait mis en place permettait qu'on combatte résolument contre Boko Haram. La Russie, la France, la Turquie, bref, plusieurs pays se sont mis à nos côtés pour nous donner et des armes et le renseignement pour combattre Boko Haram. Lorsqu'on prend la situation du Nord-Ouest, vous constatez que l'engouement est différent. Il n'y a pas de ravitaillement en armes. C'est-à-dire aucun pays ne s'hasarde à livrer la guerre ouvertement. Parce qu'on se dit que c'est une affaire camerouno-camerounaise. Alors comme c'est le cas, ce n'est pas à l'ONU de nous aider à trouver, mais c'est entre nous-mêmes de trouver la solution. Oui, justement, l'Organisation des Nations Unies, il y a des puissances telles que la France qui avait notamment proposé la descente des casques bleus sur le terrain pour rétablir
entre guillemets, l'ordre. Sauf que, de l'autre côté, on a eu la Chine, on a eu la Russie qui ont opposé leur veto parce qu'ils voyaient cette volonté de la France comme étant une façon d'implanter encore un peu plus leur influence dans la partie anglophone du Cameroun et par ricochet au Cameroun. Est-ce que finalement c'est ce statu quo entre puissances qui peut expliquer l'inaction des Nations Unies? Il faut dire que les organisations telles que l'ONU, c'est des organisations qui ont donc les têtes de proue. Les têtes de proue, c'est justement ces grandes puissances telles que la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. C'est ces puissances-là qui désignent, qui décident en majorité. Et l'on peut comprendre donc le fourvoiement de ces organisations internationales dans le processus même d'indépendance qui a été le processus de libération des pays en Afrique. Beaucoup se sont fourvoyés dans le cas du Cameroun. Parce que lorsqu'on parle du Cameroun sous mandat sur les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, on arrive à l'ONU sous les tutelles pendant qu'il y a ces deux puissances qui sortent de la guerre contre l'Allemagne. Mais aujourd'hui, donc, on peut dire, au-delà de la responsabilité de ces organisations qui n'ont pas bien géré le processus de décolonisation, il y a également, il faut le dire et marteler, c'est qu'il y a la responsabilité aussi de nos dirigeants qui n'ont pas su prendre les choses à la mesure. Parce que, voyez-vous, le président Amadou Ahidjo qui décide en 1961, le Cameroun part de République du Cameroun, il décide après le référendum de 61, je crois que c'est la conférence de Bandung, en 1961, décide de désigner au Cameroun République fédérale du Cameroun. Et puis en 72, par un référendum, donc le Cameroun part de République fédérale du Cameroun pour devenir République unie du Cameroun. Et Paul Biya qui arrive au pouvoir décide, je ne sais pas exactement c'est en quelle année, il décide que ce soit appelé la République du Cameroun, tout simplement, tout court, sans avoir réglé ce problème anglophone qui, il faut le dire, se manifestait à travers cette organisation qui s'appelait le National Council, Southern Cameroon National Council, qui chaque le 1er janvier, le 1er octobre de chaque année manifestait et hissait un drapeau. Donc, on avait donc décidé de bâtir le Cameroun, une République unie du Cameroun sans avoir résolu ce problème. Et voilà, suite à la revendication corporatiste, on se retrouve englué dans la situation. En tout cas, les Nations Unies ont-elles un coup à jouer dans cette affaire? Doit-on revisiter l'histoire du Cameroun pour corriger les erreurs du passé et améliorer l'avenir? Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci d'avoir été des nôtres. Faites un tour du côté des kiosques pour vous enquérir de plus en plus d'informations. Les programmes se poursuivent. Vous avez rendez-vous dans une poignée de minutes avec Michel Gachou et toute sa team dans 10-12 Zénith. Bon début de week-end.